qui d'autre que Rota de Real France pour m'accompagner ce matin pendant les vacances de Thomas qui doit être très content au Japon pour fêter la victoire du Real face au Barça. Comment ça va Rota et merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Très heureux évidemment, comme tu l'imagines, une victoire après Classico, la dernière qui datait d'avril 2024. Je suis forcément très heureux. Je pense aussi à Thomas, comme tu l'as dit, qui est au Japon et qui a dû se mordre les doigts de pas pouvoir débriefer ce match, j'imagine. Donc je le salue au passage et merci à toi encore une fois pour l'invitation. Ravi de débattre de cette grande rencontre qu'on a pu vivre hier. Ouais, c'est un plaisir de te recevoir et les amis, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, j'imagine que maintenant c'est impossible de ne pas connaître la chaîne Real France et le média Real France. Je vous invite évidemment à aller vous y abonner. Bravo également pour le trophée des 100K. J'ai vu. C'est Merci beau. beaucoup, merci, ça fait plaisir. C'était une barre fatidique, tu l'as connu aussi et Ouais, ouais, ça fait plaisir. Tu vois, c'est une libération de l'esprit. On voulait atteindre ce chiffre. On aura d'autres échéances à venir comme toi également, mais ouais, ouais. ça fait plaisir. Donc merci beaucoup. Bon, en tout cas, ouais, victoire 2 buts à 1. On repasse voilà exactement les buteurs, mais on va revenir tout de suite sur la rencontre pour redébriefer à froid, l'analyse à froid. Tout de suite, on rentre dans le débat. Ça fait 2 minutes de jeu. Pour moi, ici, Vinicius va frapper. Il est empêché de frapper par Yamal. Pour moi, il y a penalty. Je comprends pas comment le VAR revienne dessus et dise qu'il n'y a pas penalty. Ton avis? Bah moi, c'est la vie tout inverse. Tu vois, pour moi, il n'y a pas penalty. Okay. Je comprends en fait parce que la jambe en opposition de la Yamal empêche Vini de frapper. Donc je comprends un petit peu ton argument. Maintenant, il pose la jambe au sol. Donc il ne touche ni ballon ni joueur, il met simplement sa jambe au sol et Vinicius se prend le pied dedans. Pour moi, c'est pas penalty parce qu'il n'y a pas un empêchement qui vient prendre contact avec Vini, c'est plutôt l'inverse, tu vois, à mon sens. Ouais. Donc quand il revient en direct, pour moi, il y a penalty clair et net. Pour moi, il le Ouais. démontre. Je me dis bon, Ouais. ok, pas de souci, zéro débat. Et quand je revois la VAR, je me dis ah moi je le sifflerai pas, tu vois. Donc je me suis dit non. Pour moi, c'est une bonne décision de revenir dessus. Fair play, fair play, fair play. Je prends le point. Moi, je trouve que le pied de Yamal vient empêcher Vini de faire une action de but. Et donc, même si ça peut paraître involontaire, même si à ce niveau de la compétition, à ce niveau du football, je suis pas sûr que ce soit involontaire. Quoi qu'il arrive, en tout cas, il n'y a pas eu penalty et ça a pu empêcher peut-être aussi Yamal de déployer son jeu comme il aurait voulu le faire parce qu'il a été touché physiquement, je pense, après ce contact. En tout cas, 0-0 et derrière, le Barça a eu chaud parce que pour un poil de chaussette euh, ouais, trop mal découpé, Mbappé se retrouve hors jeu. Pareil, là, ça se joue quand même à rien alors que il y a l'épaule quand même, quasiment l'épaule du Barcelonais qui le court. C'est la règle. C'est dur. En fait, si on regarde la règle, on se dit ok, il y a hors-jeu, donc allez, pas de débat entre guillemets. Mais évidemment qu'on va forcer le débat toi et moi parce que Mmh. on le disait en off, c'est l'absurdité du foot, l'absurdité de la règle du hors-jeu dans le sens où quand bien même il y avait 5 centimètres ou 10 centimètres où Mbappé serait hors-jeu, il n'y a aucune possibilité pour le Catalan d'intervenir. Il y a une frappe instinctive et j'estime que quand il y a un métrage aussi important, la règle elle devrait changer parce que ça dénature un peu le football. Je veux dire, Ah si oui. c'est un duel, pas de Mmh. débat, il est hors jeu, il est hors jeu. Là, quand c'est pas du tout un duel et que ça se joue, comme tu l'as dit, à quelques millimètres, c'est la règle, ok, on l'a subi et on Ouais. l'accepte. Mais c'est tellement dommage pour le foot finalement. Bah, on veut voir des buts. Le foot, c'est le divertissement. Que ce soit Real ou Barça, dans l'autre sens, je dis la même chose. Tu vois, pour moi, c'est je veux Exactement. voir du but. Je veux voir. On va au stade pour voir des buts. On s'abonne pour voir des buts. C'est le football. Maintenant, le but est arrivé très rapidement par la suite sur un schéma quasiment identique, une passe en profondeur. La défense du Barça qui jouait mal le hors-jeu. On l'avait identifié dans l'avant-match, notamment avec Logito. Bah là, le timing est parfait. Mbappé est clinique après dans sa finition. Une finition de véritable numéro 9 et c'est pas la première fois depuis qu'il est au Real qu'il assume cette position et cette force de buteur, de vrai numéro 9. Pour moi, j'ai aimé ce but de Mbappé qui fixe bien Chechny. Tout est beau dans le but en fait. Le tour à 180 degrés de Bellingham sur Pedri est magnifique. L'appel, on se rend pas compte, mais c'est absolument démentiel. Faire un appel dans ce timing-là et faire la passe dans ce timing-là aussi, c'est Mhm. magnifique. Et puis il y a cette finition létale. Tu vois, on a fait une radio libre hier avec Thomas sur Real France et on avait 4 ou 5 supporters qui nous disaient
Kylian Mbappé, il a besoin de 50 actions pour terminer. Tu vois, leur stat, c'était il avait un ratio beaucoup plus important que les buteurs de frappe par rapport aux buts marqués. Ça m'a choqué d'entendre ça, dans le sens où moi, je trouve justement que dans le duel, mais qui parle avec lui, quoi. À part peut-être aller à Land, Harry Kane. Je veux dire, c'est pas un numéro 9. Et surtout, les fois où il n'est pas létal, entre guillemets, c'est parce que c'est quelqu'un qui prend sa chance de loin. Mais quand il est là, lancé en face à face, franchement, 9 fois sur 10, ça fait mouche. C'est un des meilleurs dans l'exercice et il l'a prouvé sur cette action, justement. Et il a progressé là-dessus. Et tu le vois aussi dans ce côté létal, tu le dis, quand le but hors jeu juste avant, c'est exceptionnel. La rapidité d'exécution qu'il a, le coup d'œil, il sait se positionner, il sait où est le gardien, il frappe. C'est pas une grosse frappe sur le but hors jeu. C'est pas une très grosse frappe, mais c'est une frappe qui est magnifiquement placée pour justement ouvrir le score. Bon, en tout cas, là, t'es bien. Le Real mène, le Real domine, le Real aurait pu mener jusque 3-0. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que quand je vois le match, je sens pas le Barça dominateur. Alors certes, il y a une possession, mais c'est une possession qui est pas dominatrice. Et là, en deux temps, trois mouvements, Güler qui tergiverse pour relancer. Peut-être parce que c'est le schéma aussi de Xabi Alonso qui veut que tu relances propre. Et derrière, il se fait récupérer le ballon. Rashford en retrait, Fermin qui égalise. C'est une des seules occasions en première mi-temps du Barça. À cet instant précis, je me dis, on n'a pas le droit au bonheur. Et on va, tu vois, il y a les démons de la saison passée qui ressurgissent et je me dis, bon, on peut surdominer tous les classicos, mais on peut tous les perdre. Et ça m'a rendu fou parce que, comme tu l'as dit, Arda Güler, il tergiverse beaucoup trop à mon sens, même s'il faut relancer propre, bah, parfois, il faut aussi prendre l'information de qui il y a derrière. Je pense que je vais pas lui apprendre, il sait mieux le faire et mieux l'anticiper que moi. Mais là, pour le coup, il est un peu tatillon. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un joueur de City à ce moment-là ou un joueur qui joue face à une équipe de régionale. Il se dit, j'ai trop le temps. Mais non, la pression du Barça, il la connaît. Il sait très bien que c'est une équipe qui presse haut et vite. Et il doit, je pense, soit se débarrasser du ballon, soit revenir sur Fede Valverde qui vient de lui transmettre. Mais en tous les cas, se débarrasser plus rapidement de cette balle. Et puis, bah voilà, en contre, le Barça n'en a pas besoin de 50 non plus. Et dans une récupération haute, forcément, ça peut faire mal et ça a fait mal. Donc à ce moment-là, ouais, je me dis bon, on a beau surdominer, ça va quand même pas être si simple alors qu'on a le match en main. Et fort côté Barça de pouvoir placer quand même 5 joueurs dans la surface du Real. Alors on sait que c'est tu l'as dit, une phase de récupération haute, mais ils doivent aller égaliser. Ils sont présents, ils n'ont pas peur justement d'aller être complètement désorganisés, déséquilibrés plutôt, et ils vont chercher cette égalisation. Il y a un sixième, c'est Pedri qui est juste derrière. Voilà. À ce moment-là, moi perso, je me dis, waouh. Ok, j'ai quasiment rien vu du Barça en première mi-temps, et là il y a l'égalisation. Attention, parce que ils peuvent en marquer un deuxième rapidement si mentalement le Real est touché. Et finalement, bah non, parce que il y a Jude Bellingham, l'homme qui aime les classicos, qui est revenu, qui était. Alors, est-ce qu'il a été préféré à Mastantuono dans le 11 de Xabi Alonso, tu penses, ou à non, Rodrigo, je pense pas. Mais en tout cas, Ah, il est titulaire, il marque. Ouais, il est surtout préféré par rapport au schéma tactique. C'est la première fois qu'on voit le 4-4-2 et ça fait des mois que je le réclame, des semaines que j'essaye de l'expliquer tactiquement, justement aussi sur Real France. Je pense que vous l'aviez sûrement aussi un peu évoqué sur le vestiaire. Ouais. C'est forcément le schéma qui, pour moi, donne le plus d'équilibre au Real Madrid, qui lui donne plus de densité au milieu de terrain, plus de maîtrise et qui en plus fait briller les joueurs offensifs. Je trouve que ce 4-4-2, il a apporté beaucoup de choses. Il a permis d'exploiter la profondeur de Vini et de Kylian Mbappé, d'exploiter en fait leur qualité naturelle aux deux. Et puis, bah, il a été choisi parce que il avait cette position d'électron libre. On l'a vu souvent à droite, à gauche, dans l'axe. Et Jude Bellingham, bah, finalement, dans un match comme ça où il a beaucoup de liberté, bah, c'est un but, une passe décisive, un penalty obtenu. Donc, bah, évidemment, il sort grandi de ce match, lui, le premier. Et moi, ce que j'aime dans ce but, c'est aussi, tu sais, comme le but du Barça que tu vois pas forcément venir quand tu observes le match en étant neutre. Le but là, tu vois Vini qui est plutôt bien en jambes dans cette rencontre en plus, qui va aller faire un centre un peu à l'emporte-pièce. Et t'as les deux centraux du Real qui sont dans la surface adverse. C'est Heusen et Militao. C'est Militao qui centre et Heusen qui est au contact avec Kubarsi, je crois. Et derrière, Ça. c'est Bellingham qui marque. Et là, je me dis, waouh, c'est fort quand même, tu vois, dans une attaque. Alors, est-ce que c'est une attaque placée? En tout cas, c'est pas on sort pas d'un coup de pied arrêté de mémoire, on sort pas d'un Mhm. corner. Non, Et non. là, tu as les deux centraux qui sont dans la surface pour aller chercher le but. Et ça, c'est fort, je trouve, de la part de Xabi Alonso.
Et là, tu te rends le match, entre guillemets, un peu plus facile juste avant la mi-temps. Ça fait du bien. En fait, tu dois faire le break juste avant la mi-temps. Finalement, tu Ouais. prends le but, mais tu arrives, tu as la capacité mentale de rebondir tout de suite. Tu l'as dit parce que on aurait pu plonger. En tout cas, le Real d'il y a quelques mois aurait plongé. Finalement, on arrive à prendre l'avantage et surtout le symptôme, c'est celui que tu viens d'évoquer. Tu as deux centraux dans la surface et on sort pas d'une phase arrêtée. Ça veut dire qu'il y avait de la projection, ça veut dire qu'il y avait de l'envie, il y avait de l'abnégation. Et ça, c'est très rare pour être souligné dans ce Real de cette saison. Et donc forcément, bah, ça fait plaisir à tous les niveaux parce qu'en plus, ça se termine par un but. Donc c'est symptomatique d'une équipe qui avait confiance, qui avait envie. Mm. Et du coup, ce deuxième but, il est plus que mérité avant la pause. Et puis derrière, en deuxième mi-temps. Alors la deuxième mi-temps, elle était un peu plus neutre, je trouve, mais il y a ce penalty qui est accordé. Pareil que pour le hors-jeu de tout à l'heure. Je sais en Espagne, sur la Liga, il y a beaucoup de polémiques d'arbitrage. Moi, en direct, je me dis, ah, c'est compliqué de siffler main là-dessus. Après, quand tu revois les images, sa main, pareil, comme Yamal, tu vois, est-ce qu'il fait exprès ou pas? C'est quand même délicat parce que voilà. Maintenant, attention, je veux pas dire il y a un arbitrage maison parce que c'est pas le cas. Même si j'ai subi le deuxième penalty avec l'OM contre le Real, je l'ai pas encore digéré. Mais c'est difficile de ne pas siffler penalty parce que la main est par rapport aux règles. Voilà, par rapport à la règle actuelle, il y a penalty et derrière, bon, euh, Chechny le sort. T'en penses quoi? Le penalty, pas penalty, bien tiré, pas bien tiré? Bah, avant qu'on tourne, on en discutait. Je te disais, grosse embrouille avec mon papa sur ce penalty. Lui, à vitesse réelle, pour lui, c'est penalty clair. Pour moi, je me dis, attends, non, parce que je vois pas où il peut mettre sa main. Surtout, Ouais. j'estime que le ballon, et ça, c'est aussi une règle qui devrait a priori, enfin, qui devrait changer selon moi. La balle, je la vois aller en sortie de but. Et Ouais. puis finalement, avec la VAR, c'est pareil. Tu vois le mouvement, tu vois le bras finalement, il y a une volonté d'aller la toucher. Tu te dis aussi que Jude Bellingham, peut-être qu'il a finalement le ballon. Donc, plus je vois d'images, plus je me dis, Ah bah ouais. ouais, je pense qu'il est un peu plus, tu vois, il est un peu plus clair que ce que je pensais. Donc finalement, je pense que je l'aurais sifflé malgré mes premières impressions. Et après, le penalty d'Mbappé, oui, belle parade, mais un penalty qui est arrêté, pour moi, n'est pas bien tiré. Ah, Forcément, c'est que c'est une zone atteignable. Donc, c'est que c'est pas bien frappé. À ce moment-là, Kylian Mbappé, je pense qu'il a envie de briller. Et en plus, je pense que ça conditionne son match derrière. Il l'a pas zappé, il l'a pas oublié. Et là, il avait la possibilité de marquer les esprits dans un classico, en plus de le gagner, de donner de l'air à son équipe. Et je peux te dire que stressé comme j'étais devant ma télé, ça m'aurait fait du bien. Donc, ouais, un petit peu déçu là-dessus pour le coup. je comprends et j'ai alors c'est pas une stat, mais j'ai en mémoire les pénaltys tirés dans les matchs très importants de Mbappé, dans les matchs décisifs. Il tire souvent de ce côté du gardien, donc à la droite du gardien. Regarde les pénaltys en finale de Coupe du Monde. Le pénalty qu'il met contre le Barça l'année dernière, je Mhm. crois que c'est Il me semble que c'est ce côté-là aussi. ouais, c'est ce côté-là quand vous menez 2-0. Il me semble, ou je sais plus si c'est le 2-0 ou pas, mais en tout cas, le penalty qu'il tire contre le Barça, c'est ce côté-là. Et là, il le tire à mi-hauteur, pas assez haut. Voilà. Et il était sur 11 penalties réussis sur 11 de mémoire après Mhm. Bilbao. Là, c'est raté. Ça n'a pas d'impact sur le résultat final, même si il y a quand même eu des situations derrière où je pense que tu as un peu serré les fesses. Ah bah je peux te dire que le centre de Lamine Yamal pour Koundé, si c'est Lewandowski qui fait la mortie poitrine, je pense que ça fait 2-2 et là je m'effondre. Je pense que je m'effondre, je pète tout. Non, j'aurais été évidemment fou de concéder le match nul, mais comme je te l'ai déjà dit, ça m'aurait pas surpris malheureusement. C'est-à-dire que le Real peut surdominer le Barça et gagner difficilement. Ça n'a pas été si difficile dans le jeu, mais finalement le score est assez étriqué. Alors qu'à contrario, quand le Barça surdomine tant le Real Madrid, bah c'est Manita minimum, tu vois. Donc évidemment que c'est assez rageant. Ça s'est bien passé. Heureusement, ce penalty restera anecdotique, mais au moment où il est frappé et manqué, ouais, tu te dis ok, je vais encore stresser pendant 40 minutes et ça je m'en serais bien passé. Ouais, je comprends. Alors, l'enseignement de la rencontre, c'est que le Barça est à 5 points maintenant du Real. Est-ce qu'on on répondra peut-être à la question, est-ce que la Liga est pliée tout à l'heure, même si c'est encore long, mais c'est un grand, grand pas quand même de ce Real qui n'a perdu qu'une fois cette saison. Une prestation qui a abouti, je trouve, surtout en première mi-temps. Et moi, si j'ai un joueur à ressortir, et je l'avais vu en direct, parce qu'en France, on est un peu partagé sur l'apport de Kamavinga, que ce soit au Real ou en équipe de France. On trouve qu'il n'a pas forcément
progressé et franchi le step qu'on attend de lui. Et hier, dans le système, j'allais dire dans le système de Zerbi, non, c'est pas le système de Zerbi, dans le système Xabi Alonso, je l'ai trouvé très intéressant. Et tu parlais du but tout à l'heure et la rotation notamment de Bellingham par rapport à Pedri. Il y a dans ce premier but, dans ce premier but, Kamavinga qui fait l'avant-dernière passe, qui prend l'appel sur le côté et Bellingham qui va s'en servir justement pour lancer ensuite Kylian Mbappé. Et moi, j'ai aimé sa performance. Ouais, évidemment, il a été très bon. Moi, je sors 5 joueurs dans ce match qui, pour moi, ont fait des performances XXL. C'est Bellingham, qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est un but, une passe D, un penalty obtenu. Donc, c'est une plénitude en termes de stats. Et puis, même dans son apport au jeu. Kamavinga, évidemment, qui a été très utile, très hybride dans ce match, à l'image aussi de Jude Bellingham. Les deux ont eu un rôle très hybride qui a été très intéressant. Aurélien Tchouaméni qui fait un match démentiel. Eder Militao, pareil, qui a été absolument exceptionnel. Et Fede Valverde qu'on a retrouvé, lui qu'on avait perdu depuis quelques semaines. Mais ce qui a été intéressant côté Real Madrid, c'est surtout le fait de vouloir déporter sur son côté droit le Barça pour pouvoir exploiter, comme je le disais en préambule, les qualités de Kylian Mbappé, donc sa prise de profondeur, et on l'a vu sur le but, et celle de Vinicius. C'est-à-dire qu'on a déporté le Barça sur le côté droit avec deux joueurs qui utilisaient l'espace libre à droite pour pouvoir ensuite renverser, faire des permutations assez rapides et utiliser un Vinicius lancé qu'on n'avait pas vu depuis des lustres. Tu vois, et ça, je trouve que l'approche tactique de Xabi Alonso, en tout cas le combat, il a été gagné par plusieurs aspects, mais notamment celui-ci. Et de voir Bellingham sur ce côté ou Kamavinga être pratiquement un ailier droit sur le premier quart d'heure, c'était une grosse force du Real Madrid. Et je pense que ça fait partie des clés qui ont fait chuter ce Barça. Il y a un élément qui est fort aussi dans ce Real que je suis, hein, voilà, alors pas au quotidien comme tu peux le faire ou comme Thomas peut le faire, mais que j'observe régulièrement, c'est que je le vois en progression. Et ce Real est vraiment en train d'intégrer les principes de Xabi Alonso, défensif, milieu, offensif, et les joueurs sont en train de prendre confiance. C'est pour ça que j'ai été très agréablement surpris. Je voyais pas le Real perdre cette rencontre face à ce Barça, parce que ce Barça, sur ce début de saison, me déçoit. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui manquent. Moi, je voyais le Barça plus fort plus tôt dans la saison. On verra ce que ça va donner. Mais ce Real est en train de digérer les principes de Xabi Alonso et c'est plaisant à avoir joué, surtout en première mi-temps. Côté ce Real, pardon, et ce Barça, pardon, en revanche, bah, il est marqué aussi par, on est obligé d'en parler, l'attitude et plutôt la prestation de Lamine Yamal, qui répond à son attitude, qu'il assume évidemment, tant qu'il peut gagner, il peut parler. Là, il a beaucoup parlé, il n'a pas gagné et sa prestation, elle a été quand même très compliquée hier. Il a été éteint, voilà, sur le match. Déjà concernant le Real, pour le coup, mis à part ce 4-4-2, ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris de plaisir. C'est-à-dire que si on maintient le 4-3-3 qu'on a habituellement, c'est pas un Real qui me fait rêver, moi, pour être très honnête. Et je trouve pas qu'il y a de la progression, il y a évidemment des choses de Xabi Alonso qui sont assimilées, notamment le pressing haut. On l'a vu sur les sorties de balles du Barça. Le Real avait une ligne de 3, une ligne de 2 sur les 20-25 mètres, 25 derniers mètres du Barça. Donc il y avait de la prise de risque. J'ai envie de dire, à domicile, dans un classico, c'est quand même logique aussi de prendre un peu de risque, mais on le voyait pas sous Ancelotti. Donc il y a des schémas qui sont assimilés, des fonctionnalités de jeu qui sont assimilées. Donc évidemment, il y a de la progression. Ce 4-4-2, je trouve, met en lumière aussi beaucoup de clés positives pour ce Real. Mais c'est vrai, tu le dis et à juste titre, ce Barça-là, il est faible. On va pas se mentir. Même lorsqu'il gagne de manière incroyable, et c'était le cas face à l'Olympiakos, bah, t'as pas une équipe très sereine. Tu vois, ils en mettent 6, je crois, mais franchement, s'il y a pas le carton rouge qui en plus est quand même pas ultra mérité, je suis pas sûr qu'il passe la meilleure des soirées, et c'est le cas déjà dans plein de matchs de Liga. C'est-à-dire que évidemment, Gérone à la mi-temps, il y a un partout, et s'il y a 2-1 ou 3-1 pour Gérone, très largement, c'est ultra mérité. Oui, non, mais c'est une équipe qui, comme le Real, sous le 4-3-3, s'en sort avec des individualités parce que oui, elles sont meilleures que celles de Girona, oui, elles sont meilleures que celles de l'Olympiakos, et forcément, à un moment donné, ça peut faire la différence. Mais si on est réellement lucide, c'est pas du tout le meilleur Barça du monde. Et en plus, je trouve que cette défense haute, cet alignement défensif haut, il est très mal pratiqué et il est de plus en plus compris par les équipes adverses. Je pense qu'en tant que fan de l'équipe de France, tu as dû le voir sur Koundé face à l'Islande. Son déplacement est horrible, et ça, ils le font plusieurs fois par match.
hier, il y a un moment, Koundé, il y a une phase de transition du côté du Real. Koundé, il revient parce qu'il anticipe justement la transition. Il revient, il court en arrière. Tu sais qu'il est complètement perdu. J'ai l'impression qu'il est complètement perdu. De toute façon, Koundé sur cette rencontre, il fait pas un bon match et je Pas trouve fou, qu'il ouais. fait pas un bon match parce que Vinicius fait un bon match, même un très bon match pour moi. De mon regard, je suis très dur avec Vini à chaque fois parce que je trouve il y a un mal-être chez lui qu'il n'arrive pas à maîtriser, et notamment dans son attitude. On en parlera juste après. Mais Vini a fait un très grand match. Un mot peut-être de ton côté sur la performance de Lamine Yamal. C'est le Real qui a éteint Yamal ou c'est Yamal qui s'est peut-être perdu par rapport à ces dernières semaines avec ce Barça? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que on avait besoin de ça dans un classico. En fait, je le remercie pratiquement parce que c'est vrai que les classicos avec un peu de sang, bah, c'est toujours plus plaisant que le côté platonique qu'on avait ces dernières saisons. J'irai pas jusqu'à dire que l'époque Mourinho me manque, quoique j'aimais beaucoup quand même. J'étais un peu plus jeune, mais j'aimais énormément. Mais là, j'avais besoin de voir ça. Et lui, il a allumé la mèche qu'il Ouais. fallait. Je trouve qu'il a réveillé les démons qu'il y avait en nous et qu'il fallait. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'il le veuille ou non, il a créé un monstre. Le Real, c'était certain. Tout le monde regarde la presse, tout le monde regarde ce qu'il a dit. Et il n'a pas simplement taillé, critiqué, simplement. Il a dit qu'on était des voleurs et qu'on se plaignait. Et c'est très grave déjà de la part d'un Ouais, joueur. c'est Il a le droit de dur. faire, ouais, il a le droit de faire des déclarations, de dire qu'il aime pas le Real. Tout ça, on s'en fout. Ça fait partie du football, le chambrage, la taquinerie. Je veux dire, ça fait partie du foot. Il y a aucun problème. Par contre, de dire que c'est un club de voleurs, là, il manque de tact. Il insulte l'institution. Et ça a révélé un caractère qu'on n'avait pas jusque-là. Donc tant mieux déjà, moi ça m'a rassuré aussi côté Real. Et lui, en plus de ça, habituellement il assume. Hein. Il n'a pas assumé du tout. Il est totalement pas rentré dans son match. Et puis bah quand tu l'ouvres autant, il faut vraiment que tu répondes sur le terrain. Il faut vraiment que tu sois bon parce que des bonnes passes il en a fait. On parlait de Sela Koundé. Mmh. Il y a eu 2-3 gestes qui auraient pu le rendre décisif. Mais il faut que tu sois meilleur que ça si tu l'ouvres autant. Et il est passé totalement à côté de son match à cause peut-être de ses déclarations et surtout parce qu'on a été très bon également. Et que évidemment il va subir la comparaison avec Vini. Vini qui pour moi a fait un très bon match. Je sais pas comment c'est perçu du côté de Madrid, mais il y a surtout derrière il y a cette attitude à la fin quand il sort. C'est pas l'image que j'ai envie de voir d'un joueur du Real et deux d'un Vini d'il y a 4 ans, d'il y a 5 ans. Je peux l'entendre quand il est en train d'évoluer, de grandir, de franchir des paliers et qui peut aller chercher ce qu'il rêve et ce qu'il a malheureusement manqué pour diverses raisons, le Ballon d'Or. Là maintenant, j'attends de lui un peu plus de savoir dans quel club il est, l'institution, et donc cette attitude, elle nuit. Voilà. Après, la performance, et deux, son attitude. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, on en a longuement parlé. Évidemment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Vini comme ça, donc il a fait un match monstre. Ça, c'est sûr. Il y a du déchet, évidemment, tout n'est pas parfait, mais personne ne réalise la prestation parfaite. Mais il a été très bon, très très bon. Il n'a pas été décisif en termes de stats, mais il a été très bon. Tu vois, on en parlait, tu parlais de son débordement sur le deuxième but. Le centre, il est un peu à l'emporte-pièce, j'aime beaucoup le terme. Mais c'est ça, mais finalement, c'est décisif. Donc c'était bien joué de sa part. Et puis, de toute façon, il a fait vivre un calvaire à Koundé. Donc, à partir du moment où tu débordes autant ton vis-à-vis, c'est que tu fais une bonne prestation. Donc, la prestation, pas de problème. Il a été très bon. Ensuite, je suis mitigé sur sa réaction. Il y a le côté où, si je me mets à sa place, légitimement, je suis déçu de sortir parce que à 20 minutes de la fin, je suis très bien. Parce que mon petit collègue à côté, Kylian Mbappé, est tout le temps hors jeu, fait pas les efforts, alors que moi, je fais les efforts défensifs. Et je me dis, bah, si tu fais rentrer Rodrigo, tu peux me réaxer à sa place. Je trouve ça un peu injuste. Donc, je peux le comprendre. Je peux comprendre aussi que ce soit pas une frustration que de ce match. C'est toujours lui qui sort en premier et jamais Kylian Mbappé. Donc, il y a, tu vois, je pense une comparaison qui se fait dans sa tête en termes de stature où légitimement il peut être un peu dégoûté. Par contre, la réaction est disproportionnée et surtout, tu es au Real Madrid et tu fais pas ça. T'as pas le droit de faire ça. Tu peux pas crier comme ça. Tu peux pas insulter. Tu peux pas ne pas serrer la main à ton entraîneur et aller dans le vestiaire directement. Ça, c'est interdit. Et d'ailleurs, il est revenu sur le banc. Ouais. Mais connaissant le gars, c'est pas son cerveau qui est revenu sur le banc. C'est certainement un mec du staff ou deux qui sont allés le chercher, lui dire viens tout de suite sur le banc, sinon ça va très très mal se passer. Et devant Florentino Pérez dans un classico où déjà sa prolongation fait débat, je suis pas sûr qu'il ait marqué des points pour pouvoir en plus négocier. Donc tu vois, il marque pas de points comme tu le dis, c'est quand même un manque de maturité.
j'aime en fait cette attitude-là parce que je pense que Xabi Alonso n'en fera pas de débat. C'est pas un enfant, il est coach. Il sait très bien que il préfère voir un joueur qui est ultra déçu de sortir plutôt qu'un joueur qui est indifférent. Sûr. Maintenant, l'attitude, ne pas lui serrer la main, il l'a dit de toute façon en conférence de presse, il va lui parler et ça restera évidemment off. Donc, je pense qu'il va quand même lui passer un savon. J'ai aimé un peu le coup de sang parce que Ouais, on en caractère. parlait sur Real France. Ouais, c'est ça. Tu vois, on en parlait. L'image d'il y a 2-3 ans avant la déception du Ballon d'Or de Vinicius, elle m'énervait. Mais par contre, quand il était tout calme comme l'an passé, Mmh. il était calme aussi dans ses performances. Donc retrouver un peu de caractère, c'est aussi retrouver un bon Vini. Sauf qu'il faut Ouais, qu'il ouais, dose. ouais. Il Faut doit qu'il pas dose. avoir Faut qu'il il dose, doit ouais. pas avoir ça. Et tu vois sur la fin de match, quand ça s'embrouille sur les bancs, j'étais certain que c'était lui qui avait mis de l'huile sur le feu. Tu revois les images Ouais, derrière et c'est lui. il y a lui, mais il y a Rafinha aussi. J'ai pas aimé l'attitude, tu vois, l'attitude des joueurs du Barça. Il y en a plusieurs aussi qui ont été. Oui, Après, évidemment. c'est un classico, voilà. Il y a l'animosité, c'est logique, mais bon, voilà, ça se titille à la fin, voilà. Tu vois, c'est. Mais ça m'a plu quand même de voir ça. Tu vois, Oui, ça m'a plu je parce que comprends. parce que T'as gagné aussi, donc c'est pour ça, ça ouais, et aide. puis évidemment, tu gagnes et je me dis bon, ok, les mecs finalement ils ont du caractère, ils détestent vraiment le Barça, c'est notre ennemi Ouais. juré, on l'a montré, on a gagné, donc tous les ingrédients étaient réunis pour un bon classico. Bon, 5 points d'avance après 10 journées, quasiment un tiers du championnat qui est passé, une seule défaite, 10 buts encaissés en 10 matchs, 22 buts marqués. Est-ce que la Liga est pliée pour toi ou c'est un gros avantage sans se dire que c'est plié? C'est une cartouche et demie d'avance et ça fait du bien. Une Liga pliée en octobre, ça n'existe pas. Ouais. À titre d'exemple, début janvier, je crois l'an passé, on est à +9. Ok, Début février, on est à -8, je crois. ok. Tu prends 17 points en un mois dans la musette, ou c'est Ouais. peut-être un peu moins, mais en tout cas, on était dans ces eaux-là. Donc, c'est jamais plié, malheureusement. Alors, évidemment, quand tu gagnes tous tes matchs sauf un, que tu bats ton ennemi juré, que tu es à +5, qui vont jouer un match sans Pedri, tu te dis, OK, tu as fait un beau pas, mine de rien, et puis tu seras pas inquiété par les autres, en théorie. Donc, c'est simplement un duel Real-Barça qui se profile cette saison. Donc, voilà, je pense que c'est un grand pas. Mais de là à dire qu'elle est pliée, non. Tu m'entendras malheureusement jamais dire ça au mois Je te d'octobre. comprends, je suis d'accord avec toi de toute façon. Et ensuite, bah, c'est de bon augure pour la suite parce que le Real est super green. Xabi Alonso qui gagne un premier grand match, une grande affiche qui était attendue, la défaite face au PSG, la défaite face à l'Atlético de Madrid. Là, c'est le Barça, c'est un classico après le match face à la Juve, mais bon, c'est une petite Juve à l'heure actuelle. Là, tu vas te projeter face à Valence qui est en difficulté, puis il y a le déplacement à Liverpool. Déplacement à Liverpool, un Liverpool qui est malade, ça va être intéressant à suivre parce que Liverpool va pas rester dans cette composition-là et dans cette position-là. Ça va être un gros match, je pense. Et l'année dernière, à la même époque, c'était l'AC Milan qui venait au Bernabeu de mémoire et l'AC Milan avait fait mal au Real. Donc en un an, il y a quand même une véritable progression avec un effectif qui a un peu évolué. C'est bien, c'est Ouais, bonne c'est augure pour la bien, suite. mais quand tu regardes le calendrier, il était pas facile. Tu jouais à Getafe après la trêve, qui est un derby. Tu joues la Juve, tu joues le Barça, tu C'est vas vrai. recevoir Valence, tu vas à Liverpool et t'enchaînes 3 déplacements. Ou tu vas à Elche, qui est un surprenant septième. T'as le Rayo, qui est un derby. Et je crois que tu dois avoir Girona ou quelque chose comme ça. Donc, calendrier d'octobre, pas simple, tu vois. Tu vas à Liverpool, au Rayo, à Elche, à l'Olympiakos, à Girona. Tu fais 5 déplacements de suite. C'est énorme. C'est beaucoup. Énorme. 4, ouais. 5, t'as raison, 5, t'as raison. 5. Ah oui, donc, ouais, donc Florentino il va pouvoir faire des travaux là dans le Bernabeu. Ouais. Normalement, tout devrait être fini. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci et bravo pour la Plaisir victoire. partagé. Et ben, on va se retrouver prochainement, je pense, hein, pour suivre le Real, le Barça sur la chaîne. Et puis tu reviens quand tu veux. En tout cas, c'était très cool de débriefer cette victoire du Real avec toi. Comme toujours, un plaisir, Christophe, et un plaisir également de te suivre sur ta chaîne perso, Sem Football, où tu parles de l'OM. Tu arrives à me captiver sur l'Olympique de Marseille, qui n'est pas mon club. C'est dire à quel point t'es fort. C'est Donc, gentil. merci beaucoup déjà. Évidemment, longue vie au vestiaire, longue vie à Sem Football et longue vie à Real France. Et j'espère d'autres Évidemment. collaborations à l'avenir. Ouais, je pense que cette saison, elle va être sympa. Donc, Je merci pense beaucoup. aussi. Allez me suivre Real France et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'on parlera plus en détail de Yamal cette semaine en attendant le retour de Thomas qui sera avec nous lundi prochain. Bonne semaine à tous
et à très vite. Salut Jota. Ciao.